Bonjour, bonsoir à tous et tous, c'est Selskar pour l'épisode 57 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on va discuter de la ratification des accords internationaux. Donc pour commencer sur ce nouveau sujet, on va d'abord voir quelques rappels, des rappels importants pour pouvoir ensuite comprendre la ratification des accords internationaux. On va voir les rôles des différents pouvoirs et on va commencer par les rôles du pouvoir législatif. Donc on avait vu ça à l'épisode 22 et 23. Tout d'abord, le pouvoir législatif, c'est chercher à faire les meilleures normes obligatoires, générales et impersonnelles, c'est-à-dire des lois. C'est aussi déterminer la politique de la nation en relation avec le gouvernement. Ce rôle-là étant le rôle uniquement de l'Assemblée nationale et pas de la Chambre des sages ou du Conseil scientifique. Enfin, les autres rôles sont le contrôle du gouvernement, l'évaluation des politiques publiques et le Conseil scientifique. Donc pour le Conseil scientifique évidemment. Ensuite, les rôles du président de la République, qu'on a vu à l'épisode 30. Le président de la République n'est pas un chef de l'exécutif, c'est un chef d'État dans ma vision politique constitutionnelle dans Parlons Constitution. C'est un président de la République, arbitre, gardien et représentant droit. Il a différents pouvoirs, différents rôles, dont ces rôles-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Il incarne l'autorité de l'État, les garants de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Aussi, il représente la France à l'étranger, nomme les ambassadeurs et ratifie les traités. Donc on a déjà un début de réponse pour cette vidéo. Le gouvernement, lui, a d'autres rôles, il en a de nombreux. On a vu ça à l'épisode 25. Il a des rôles politiques, administratifs, réglementaires, dont ce rôle important, diriger la diplomatie et négocier les accords internationaux, donc la politique étrangère. On avait même vu que, en tant qu'exécutif, le gouvernement a plus de pouvoir en cette matière pour la politique étrangère que le président de la République, même si le président de la République représente aussi la France à l'étranger et ratifie les traités, bien sûr, ça c'est quelque chose d'important qu'on va voir justement dans cet épisode. Bon, là on a les rôles des acteurs principaux, les pouvoirs principaux. Mais il y a aussi les rôles du pouvoir judiciaire, donc épisode 39, faire appliquer et respecter la loi, sanctionner son respect, résoudre les conflits, trancher les litiges, protéger les plus vulnérables et les libertés individuelles, maintenir la paix sociale, la société. Ici, le pouvoir judiciaire ne va pas être très utile, c'est pas un pouvoir qui va être au cœur de la ratification des accords internationaux, même s'il va jouer un rôle dans son rôle d'application, de respect de la loi et de protection des libertés individuelles. Bien, donc première partie, les définitions, parce que oui, il faut comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que la ratification? Qu'est-ce que c'est qu'un accord international? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant, j'aimerais donner un avertissement. Je n'ai pas de connaissances en droit international, d'où des imprécisions, oublis et simplifications qu'il va y avoir dans cette vidéo. Moi, j'ai plus de connaissances en droit constitutionnel. Et d'ailleurs, la ratification des accords internationaux, on va l'aborder ici sous un angle national, sous un angle de droit constitutionnel, sous un angle qui n'est pas celui du droit international, puisqu'on est ici au niveau de l'État, au niveau de la Constitution. Donc d'abord, le traité. Un traité, c'est quoi? Alors au sens du droit interne, du droit national, du droit français de la Constitution de 1958, donc de la Ve République, un traité, c'est quand il y a ratification. Un accord, c'est quand il y a approbation. Ce n'est pas exactement la même chose. Bon, dans tous les cas, un traité, un accord ou quoi que ce soit d'autre, tout engagement international, c'est une déclaration, un texte, des normes qui sont prises entre un État et un autre. Ça peut être des obligations de l'un envers l'autre, ça peut être un échange commercial, ça peut être aussi des normes communes qui vont s'appliquer dans les deux pays, des relations, des déclarations. Bref, c'est un accord entre au moins un État et un autre État ou une organisation internationale. Donc on est ici dans le droit international public. Bien alors, qu'est-ce que la ratification? Qu'est-ce que l'approbation? La ratification, c'est le président de la République, l'approbation, c'est le gouvernement. C'est très simplifié, c'est très schématisé, mais la ratification, c'est dans la Constitution de 1958, dans la Constitution de la Ve République, c'est le président de la République qui ratifie. C'est une forme de validation. L'approbation, c'est une autre forme de validation qui est là seulement par le gouvernement. La ratification a donc un degré supérieur par rapport à l'approbation. C'est quelque chose de plus formel, de plus important, qui engage beaucoup plus l'État. Ensuite, il ne faut pas confondre ça avec la signature. La signature, c'est l'engagement provisoire avant ratification, avant approbation. C'est le gouvernement qui va signer, qui va s'engager à ne plus apporter de modifications jusqu'à la ratification ou approbation éventuelle. Donc d'abord il y a la négociation faite par le gouvernement, ensuite il y a la signature par le gouvernement, et ensuite la ratification ou l'approbation, selon si c'est un traité, ratification, ou un accord, approbation. Donc tout ça c'est ce que j'ai compris en lisant la Constitution, en lisant des articles là-dessus, je vous mettrai quelques liens en description pour aller un peu plus loin.
Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Bien, mais il y a d'autres noms, il n'y a pas que traités et accords, on peut avoir d'autres noms de traités, accords, engagements internationaux. En voici quelques-uns. Les conventions, elles sont issues d'une conférence internationale, qui est donc plus ouverte. Il y a aussi les protocoles additionnels, qui sont des modifications ou ajouts par rapport à un accord ou un traité qui existe déjà. On a ensuite les accords cadres, qui sont des principes pour la coopération future. Les mémorandums d'entente, MOU, donc le U ici c'est pour understanding en anglais, et MO pour memorandum. Et ici c'est une intention de coopération, donc une intention future aussi, mais à la différence de l'accord cadre, c'est non contraignant. On a ensuite les déclarations, qui sont là des engagements qui sont non contraignants, clairement. Et il y a plein d'autres noms en fait en pratique, et les définitions sont floues et l'usage très hétérogène. Ça veut dire que selon les états, selon les contextes, il y a des utilisations qui, ne semblent pas converger vers une définition commune, claire et précise. Donc si on doit résumer tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des engagements internationaux qu'on va appeler de façon générale des accords, et certains accords nécessitent ratification par les États parties à cet accord. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on va se poser la question, qui négocie et qui ratifie, donc le cœur de cet épisode. Donc d'abord on va voir la situation actuelle, la situation de l'article 52 et 53 de la Constitution de la 5ème République. Donc commençons par lire ensemble l'article 52. Le président de la République négocie et ratifie les traités. On voit bien ici que le président de la République, en tant que représentant de l'autorité de l'État, il négocie et ratifie les traités d'après la Constitution de la 5ème République. Un deuxième alinéa nous dit « Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification ». C'est ici, c'est dans cet article-là qu'est la distinction entre les traités et les accords. On nous parle de président de la République qui négocie et ratifie les traités, mais il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. C'est dans cet article-là qu'il y a cette définition que j'ai donnée juste avant. Donc pour résumer, le président de la République c'est les traités avec ratification et le gouvernement ce sont les autres accords. L'article 53 vient compléter tout ça. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ce que nous dit ce premier alinéa de l'article 53, c'est que certains accords doivent être autorisés par le Parlement, et en particulier par l'Assemblée nationale. L'article 53 continue, ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Et ce petit alinéa, cette petite phrase, nous indique que ce n'est pas car il y a une loi qui autorise la ratification ou l'approbation que les traités et accords prennent automatiquement effet. Il faut ensuite qu'il y ait ratification ou approbation, et donc le président de la République, le gouvernement, n'ont pas obligation, après avoir été autorisés à le faire, de ratifier ou d'approuver les accords et les traités. L'article 53 continue. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Ça concerne pas directement la ratification des accords internationaux, on est d'accord, mais c'est quand même un alinéa qui est important. Car il permet de respecter, de faire respecter un droit fondamental particulier qui est celui des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ici des populations intéressées à consentir en cas de cession, échange ou adjonction de territoire. Bien, maintenant qu'on a cette procédure actuelle, quelle devrait être la procédure selon moi? Alors pour moi, le gouvernement négocie les traités et accords internationaux. Pourquoi ça? On a vu au début dans les rappels que le gouvernement a un rôle de pouvoir exécutif, un rôle dans le cadre de la politique étrangère, de la diplomatie, des échanges et des négociations du coup avec les autres États. Donc il négocie les traités et accords internationaux. Pourquoi seulement le gouvernement et pas le président de la République? Car le président de la République, ce n'est pas lui qui mène la politique de la nation. Le président de la République, ce n'est pas un membre de l'exécutif à proprement parler, c'est un chef d'État, ce n'est pas un chef de l'exécutif. Il ne fait pas partie du gouvernement, il n'a pas de rôle dans l'exécutif. Hormis les rôles qu'il a en tant que président de la République, arbitre, gardien et représentant de droit, il y a déjà beaucoup de rôles. Il a aussi un rôle militaire, je vous renvoie à l'épisode 30. Mais ce n'est pas lui qui mène la politique de la nation. Ce n'est pas lui le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale en particulier. Donc c'est à lui, c'est au gouvernement de négocier les traités et accords internationaux.
Ensuite, le gouvernement va signer. Une fois les négociations terminées, il signe. Ensuite, il y a des contrôles qui sont pour moi obligatoires avant ratification ou approbation par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas indiqué actuellement, même s'il y a possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de contrôle obligatoire. Pour moi, il devrait y avoir un contrôle obligatoire du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle. Pour vérifier que le traité ou l'accord est d'une part pour le Conseil d'État bien rédigé, qu'il ne pose pas trop de problèmes dans l'ordre interne, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le Conseil d'État ne peut pas bloquer. Par contre, la Cour constitutionnelle, oui. La Cour constitutionnelle peut empêcher ce qui va arriver après, c'est-à-dire le vote d'une loi autorisant la ratification et l'approbation, si le traité, si l'accord est contraire à la Constitution. Et il indiquera sur quel point, et donnera des pistes, voire une solution sur ce qu'il faut faire pour que l'accord soit potentiellement en conformité avec la Constitution, soit en changeant le traité, en changeant l'accord, ce qui suppose de renégocier avec les autres États, soit en changeant la Constitution. Donc ces contrôles-là, pour moi, ils sont importants. C'est le juge, c'est le pouvoir judiciaire qui est là pour faire respecter la hiérarchie des normes, pour faire en sorte que le droit interne ne soit pas chamboulé, que la Constitution soit respectée, et aussi pour protéger les droits et les libertés individuelles, et aussi les droits collectifs fondamentaux. C'est son rôle, et c'est pour ça que je l'ai rappelé au début de l'épisode, le pouvoir judiciaire a quand même un rôle là-dedans, pour moi il doit en avoir un, celui du contrôle. Donc après ce contrôle juridique, et ce contrôle de constitutionnalité, on a l'autorisation de l'Assemblée nationale. Il doit toujours y avoir un projet de loi d'autorisation devant l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui le dépose pour demander l'autorisation de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse lui-même approuver l'accord international, ou pour que, on va le voir juste après, le président de la République ratifie les traités. Alors c'est un projet de loi, ce n'est pas une proposition de loi. C'est le gouvernement qui vient demander à l'Assemblée nationale son accord. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a l'initiative des accords internationaux, ce n'est pas non plus l'Assemblée nationale qui a l'initiative de ces lois d'autorisation. Et d'ailleurs, en principe, il n'y a pas d'amendement possible, c'est pas interdit, et ça ne doit pas l'être, mais en principe, il n'y a pas d'amendement puisque cette loi ne fait qu'autoriser la ratification ou l'approbation des traités et accords internationaux. Notez une différence ici, c'est que j'ai bien marqué « toujours ». Il n'y a pas de liste comme dans l'article 53 actuel. Pour moi, il doit toujours y avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale. Car c'est elle qui détermine la politique de la nation. C'est elle qui a le réel pouvoir législatif. Pas toute seule, il y a la Chambre des sages pour les lois permanentes, mais là, on n'est pas dans le cadre des lois permanentes, on est dans le cadre des traités et accords internationaux. Et la Chambre des sages n'a pas son mot à dire là-dedans, puisque ce n'est pas son rôle de faire la politique courante. Même si on pourrait dire que les traités et accords internationaux, c'est pas vraiment de la politique courante, puisque ça dure plus longtemps, enfin, pas forcément, mais ça peut durer des années, des décennies, voire des centaines d'années pour certains traités ou accords. Mais bref, pour moi, c'est l'Assemblée nationale qui autorise cette ratification ou cette approbation, et aussi, il y a le veto scientifique qui est possible. Pourquoi? Car ça ne sert à rien d'avoir un veto scientifique sur les lois si on peut passer outre la science pour les traités et accords internationaux. Et donc ce veto scientifique peut bloquer l'autorisation d'un traité ou d'un accord qui viendrait contredire des faits scientifiques. Mais ça on a déjà détaillé sur ce que devrait être le veto scientifique. Attention, il doit rester scientifique, il ne doit pas devenir philosophique ou politique. Donc ensuite, on l'a déjà dit, le gouvernement approuve ou le président de la République ratifie les traités. Alors ici, le président de la République est toujours celui qui ratifie les traités. Pourquoi? Car il a une autorité supérieure en tant que représentant de l'État. Pour les traités importants qui nécessitent ratification, son rôle d'arbitre, de gardien, joue pleinement. Il peut donc s'opposer à la ratification d'un traité. Même s'il ne négocie pas, il peut s'y opposer en ne voulant pas ratifier le traité, même si le gouvernement le souhaite et même si l'Assemblée nationale l'y autorise. Car j'ai bien marqué, pas d'obligation. Le président de la République n'est pas obligé de ratifier les traités, même si le gouvernement le souhaite et même si l'Assemblée nationale l'y autorise. De même, le gouvernement n'est pas obligé d'approuver. Le projet de loi d'autorisation, c'est bien une autorisation et pas une obligation de ratifier ou d'approuver un traité ou accord international. Et ça, c'est une nuance importante. Ça veut donc dire que c'est le pouvoir exécutif, en particulier le gouvernement, qui a la main. Mais l'Assemblée nationale peut s'y opposer. Tout comme la Cour constitutionnelle pour des raisons non pas politiques, mais ici juridiques. Et le Conseil scientifique aussi pour des raisons scientifiques. Et le président de la République en tant que garant. Donc tout le monde a un peu son rôle à jouer là-dedans. Le gouvernement est central, mais tout le monde a un peu son rôle à jouer.
et chacun peut bloquer à différents moments le processus en mettant en avant son rôle et ses prérogatives, en défendant son rôle, en défendant la loi, son point de vue politique, la constitution ou le respect de la science. Ou même les citoyens pour ce qui est du président de la République qui pourrait ne pas vouloir ratifier un traité car il juge qu'il est vraiment mauvais pour la nation, pour le peuple, pour la constitution, pour la stabilité du régime, ou que sais-je. Je vous invite à aller revoir ses rôles pour savoir ce qu'il protège, de quoi il est garant. Donc maintenant je vous ai présenté tout ça, on peut dire que l'article 52 doit changer. Il doit changer un peu, surtout le premier paragraphe, le président de la République négocie et ratifie les traités, j'enlève négocie et, donc ça devient le président de la République ratifie les traités, et j'ajoute, il peut s'opposer à cette ratification pour que ce soit bien clair. Et aussi pour l'article 53, tout le premier paragraphe, tout le premier alinéa doit être révisé. Car il n'y a plus de liste, mais il y a toute cette procédure de contrôle obligatoire du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle, du projet de loi d'autorisation devant l'Assemblée nationale, du veto scientifique qui est possible. Tout ceci devrait être inscrit ici. Donc on a la procédure, mais les citoyens là-dedans. Car oui, on a parlé de beaucoup d'acteurs, mais on n'a pas parlé du peuple. Est-ce qu'il y a possibilité d'approbation par référendum? Je rappelle ce qu'on a vu à l'épisode 30, donc actuellement à l'article 11 de la Constitution de la 5ème République, il y a ceci. Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publié journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Donc ce qui est important ici, c'est que le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi tendant à la ratification d'un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Mais il n'y a pas que le président de la République qui le peut. Bon, ensuite, il y a ce deuxième alinéa qui est moins important. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration qui est suivie d'un débat. Il est indiqué ensuite qu'un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales. Donc également sur un projet de loi autorisant la ratification d'un traité, qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Et ensuite l'article continue, mais je ne vais pas tout lire, et on a ici des choses importantes qui concernent le référendum et la possibilité de référendum. Le référendum par l'initiative du président de la République, ou par l'initiative partagée, donc référendum d'initiative partagée, d'un cinquième des membres du Parlement et d'1/10 des électeurs. Donc ça c'est un rappel de l'épisode 30, on l'avait déjà vu. Et on avait même déjà vu cette question de l'approbation par référendum des traités et accords internationaux, puisqu'à l'épisode 43 on avait dit que pour les questions supranationales, donc épisode 43 sur le référendum, sur dans quel domaine peut y avoir selon moi référendum, on avait dit que pour les questions internationales, en principe c'est non. C'est non pourquoi? Car c'est législatif. Ce n'est pas le rôle du peuple. Le rôle du peuple n'est pas un rôle législatif. Il n'a pas le pouvoir législatif. Et pourquoi ça? Aussi car il y a l'importance du débat. D'où des représentants qui vont débattre. S'il y a un référendum, on ne peut pas s'assurer que les citoyens vont participer à un débat réfléchi là-dessus. Et ils pourront voter soit contre celui qui est au pouvoir actuellement, soit émotionnellement. En tout cas, il y a moins de chances qu'il y ait un débat raisonné et que leur opinion soit fondée. Donc en principe, c'est non. Mais il y a des exceptions, une exception qui est possible, c'est si une organisation supranationale, à laquelle appartient la France, le prévoit et que le constituant l'a aussi voulu. C'est ce qu'on retrouve dans la Constitution actuelle, donc cet exemple-là, c'est l'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne, donc c'est ce qui est vu à l'article 88-5 de la Constitution de la 5ème République. Bien donc résumons tout, on a tout vu, je reprends dans cette conclusion ce qu'on a vu, et je rappelle que je n'ai pas de connaissances en droit international, d'où des imprécisions, des oublis et des simplifications, notamment pour essayer de faire plus court et pour que tout soit clair. Car ce qui est important ici, c'est le changement pour la procédure de ratification des accords internationaux, puisque je ne suis pas d'accord avec la procédure actuelle. Donc dans Par la Constitution, dans ma vision politique constitutionnelle, quelle est cette procédure? Tout d'abord, le gouvernement négocie les traités et accords internationaux. Le gouvernement signe ensuite. Après, il y a les contrôles obligatoires, avant ratification ou approbation, par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, pour s'assurer que le projet de loi autorisant la ratification ou l'approbation, tout comme le traité ou l'accord lui-même, respecte bien la Constitution, pour s'assurer qu'il puisse s'inscrire correctement
dans l'ordre juridique interne, donc national. Ensuite, il y a le projet de loi, il y a toujours un projet de loi d'autorisation devant l'Assemblée nationale, avec un veto scientifique qui est possible. S'il y a bien autorisation par l'Assemblée nationale, le gouvernement peut approuver ou le président de la République peut ratifier les traités, il n'y a pas d'obligation ici. Si c'est le cas, le traité est donc ratifié, l'accord est approuvé, et il pourra s'appliquer, bien sûr, sous condition que les autres parties, que les autres États ou organisations internationales parties à cet accord, à ce traité, le respectent également. On s'est posé la question de l'approbation par référendum. En principe, pour moi, c'est non. Pourquoi ? Car c'est législatif, ce n'est pas le rôle du peuple. Il y a aussi l'importance du débat. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. On a donc vu mon point de vue sur la ratification des accords internationaux avec l'Assemblée nationale, qui autorise la ratification ou l'approbation des traités et accords. Ça, c'est d'un point de vue législatif. Avec ce pouvoir de l'Assemblée nationale, on se rend bien compte que, même si le gouvernement a la main sur la ratification des accords internationaux, sur la diplomatie, sur la négociation, et sur la signature finale, eh bien, l'Assemblée nationale joue un rôle déterminant, puisque sans son autorisation, sans sa validation, sans son accord, un traité ou un accord ne peut pas être approuvé ou ratifié. On va donc rester sur ce même genre de questionnement, puisque la prochaine fois, on va se demander qu'en est-il des déclarations de guerre et opérations militaires ? En principe, c'est le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, voire le président de la République. Mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale pour les déclarations de guerre et pour les opérations militaires ? C'est ce qu'on verra donc la prochaine fois dans l'épisode 58 de Parlons Constitution. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à poser des questions, à en discuter, à en débattre dans les commentaires ou sur Discord, à mettre un pouce bleu. Merci encore, c'était Elsker, et à bientôt.